Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SI. Je suis Jamie Lacoste, consultant SIA depuis 10 ans, et j'ai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois mais toujours avec bienveillance, l'ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour être sûr de ne manquer aucun épisode, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de distribution ou directement à une newsletter en lien sous le podcast. C'est gratuit et c'est bon pour la rentabilité de vos campagnes. Pour ce 92e épisode, mettons les pieds dans le plat. Depuis l'arrivée de l'IA générative grand public, c'est le branle-bas de combat chez Google. Si l'entreprise a réussi à relever la tête rapidement et à refaire son retard, avec dernièrement le lancement d'IA Overview, fin 2022, l'ambiance était tout autre. Pour rappel, à l'époque, c'était plutôt soupe à la grimace, puisque Google avait, me semble-t-il, sous-estimé l'impact d'un chat GPT au point de déclencher en interne une alerte rouge et demander le retour des ex-fondateurs. Or, c'est précisément la firme de Mountain View qui a pourtant développé la technologie sur laquelle se basent les chats GPT et compagnie. Un pionnier de l'histoire qui montre qu'une position monopolistique n'est pas un actif ad vitam aeternam et que la table peut être renversée par des acteurs agiles. Et ce, alors même qu'un Larry Page, dès 2008, se demandait pourquoi Gmail n'était-il pas capable d'écrire automatiquement les emails. Assez drôle donc. Ce contexte reste très similaire à ce qui s'est passé en 2011 et à la vague des réseaux sociaux, comme le raconte Scott Johnson, un ancien Googler. Et je cite: c'est exactement ce qui s'est passé avec le lancement précipité de Google+. C'était une réaction hystérique face à Facebook. Fin de citation. Et avec le succès, et le non-succès surtout que l'on connaît. À voir ce qu'il en sera pour le déploiement de l'IA générative dans le moteur de recherche. Reste que les crises font naturellement partie des dynamiques d'entreprise et constituent des moments clés pour des pivots. L'année 2019 a été à ce titre centrale dans l'évolution de Google et continue aujourd'hui d'impacter cette trajectoire, alors même qu'elle est passée sous silence. Heureusement, le procès contre la Cour de justice américaine a dévoilé son lot de pépites. Allez, on sort les archives. Début 2019, la direction de Google déclenche ce qu'on appelle en interne un code jaune. Pourquoi jaune? Tout simplement en référence à la couleur de la chemise de l'ancien vice-président de l'ingénierie chez Google. Et que cela voulait-il dire? En un mot, qu'il y avait un décalage important entre l'évolution des revenus publicitaires et les projections de croissance. C'est le procès antitrust de l'année dernière qui nous permet d'en apprendre plus sur cet épisode interne, dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui, à travers les dizaines d'échanges emails récupérés. On y lit en substance qu'une partie de la direction de l'entreprise regrettait la trop grande porosité entre les équipes core, moteur de recherche, et les équipes ads. Sous-entendu que la recherche à tout prix de la monétisation était devenue le carburant numéro 1 de l'entreprise, au détriment de son moteur de recherche et sa mission première d'organiser l'information mondiale. C'est un peu le poteau rose finalement. À preuve, Ben Gomez, l'ancien responsable de recherche, s'inquiétait de la trajectoire de l'entreprise, en disant dans un email, je cite: je pense qu'il est bon pour nous d'aspirer à la croissance des requêtes et à celle des utilisateurs. Mais je pense aussi que nous nous impliquons trop dans la publicité, pour le bien du produit et de l'entreprise. Avant de préciser, rajoute-t-il, nous pourrions augmenter les requêtes assez facilement à court terme, de manière négative pour les utilisateurs. Désactiver la correction orthographique, désactiver l'amélioration du classement, placer des améliorations sur toute la page. Fin de citation. C'est dans cette séquence que plusieurs évolutions notables ont eu lieu. Fin de l'étiquette annonce en vert, au profit d'une étiquette ads moins marquée. Ajustement orthographique pour favoriser la diffusion d'annonces payantes. Et aussi changement de direction, avec des profils plus orientés, comme Ragavan, un ancien passé par McKinsey et Yahoo, et qui donne une teinte plus publicitaire à la trajectoire de Google. Toujours en 2019, c'est là aussi que la séquence de la manipulation des enchères se serait jouée. On témoigne là aussi des échanges emails entre David Dichler, directeur de la branche Google Ads, et la direction financière. En substance, on y apprend, comme je l'avais partagé il y a 6 mois, qu'il y avait eu un fort désalignement entre les revenus publicitaires générés et les objectifs de croissance de l'entreprise. Face à la Cour de justice américaine, Dichler admet que pour atteindre ces objectifs, et rassurer également les marchés, les équipes auraient été amenées à modifier artificiellement la bonne marge des enchères, via parfois des augmentations arbitraires allant de 5 à 15%. Une situation à l'époque qui avait déjà alarmé les gros faiseurs que sont Booking et Expedia. Ces échanges s'inscrivent d'ailleurs dans une dynamique plus large. Dès 2016, Google avait modifié son système d'enchères à travers le projet Momiji. Alors qu'historiquement l'annonceur qui remportait l'enchère ne payait que 1 centime plus cher que la seconde enchère, Google s'est rendu compte que cette deuxième enchère était en moyenne 20% plus basse que l'enchère numéro 1. Alors comment rattraper cet écart? Et c'est tout l'intérêt du projet Momiji, de changer les règles du jeu en basculant sur un mode de second price auction, et ainsi. Même punition en 2018, Google fait évoluer le périmètre du type de correspondance des mots-clés en exact, en y ajoutant les pluriels, les accents et les mots-clés de même signification, manière ici d'étendre la fenêtre de distribution. 2 ans après, c'est l'exhaustivité des termes de recherche qui est attaquée, puisque la plateforme décide de ne plus totalement les restituer,
empêchant ainsi les annonceurs d'avoir une vue complète sur le spectre sémantique sur lequel ils diffusent. Et je pourrais ainsi continuer la liste. Évidemment, ne jouons pas les oies blanches. Google est une entreprise privée et à ce titre a toute la latitude pour définir son modèle économique et le faire évoluer en fonction de la trajectoire économique de l'entreprise. En revanche, eu égard à son avis sur le marché de la recherche web, qui est mérité, je le rappelle, tant le moteur est performant, mais aussi parfois négocié, quand on pense notamment au deal entre Apple et Chrome pour en faire le navigateur par défaut, il est bon de rappeler que ces évolutions non transparentes vont dans le sens souvent à rebours de l'intérêt économique des annonceurs. Il faut juste en avoir conscience. Voilà, ce 92e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine!